La Réserve fédérale des États-Unis a-t-elle déjà baissé ses taux de manière cachée? Le pivot de la Fed est-il déjà implicite? Alors que vous le savez, la Réserve fédérale des États-Unis n'a pas baissé le taux d'intérêt de ses fonds fédéraux depuis le mois de décembre dernier. Mais vous allez voir qu'en réalité, il y a déjà un assouplissement monétaire implicite. La masse monétaire M2 des États-Unis fait un nouveau record historique. Chers amis, bienvenue à cette nouvelle édition spéciale du Top Gun où je vous démontre mon argumentation qui affirme que la Fed a déjà assoupli sa politique monétaire cette année et de manière non conventionnelle. C'est parti. Avertissement légal. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun, chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nous attaquons donc le mois de juin. J'ai voulu vous proposer une édition un peu spéciale. Alors, il y a du condensé dans cette nouvelle édition du Top Gun. Il y a du contenu, il y a des concepts, il y a du chiffre, il y a de la politique monétaire non conventionnelle. Vous le savez, la Fed n'a pas baissé ses taux depuis le début de l'année. Alors, comment expliquez-vous que la masse monétaire américaine, représentée par l'agrégat monétaire M2, qu'est-ce que c'est d'ailleurs le M2, fait un nouveau record historique? Historiquement, il y a une corrélation positive entre le M2 et les actifs risqués en bourse. Ça, c'est un baromètre que les collapsologues ont manqué au début du mois d'avril. Alors que le marché était en pleine crise de la guerre commerciale, les agrégats monétaires, eux, s'envolaient à la hausse. Et donc oui, sur la dernière mise à jour mensuelle, le M2 américain, l'offre monétaire, selon l'agrégat M2 aux États-Unis, fait un nouveau record historique. Est-ce que cela nous annonce ces prochaines semaines? Je ne dis pas aujourd'hui ni cette semaine, naturellement. Est-ce que cela nous annonce ces prochains mois un S&P 500 capable de rejoindre son record historique et peut-être même d'aller au-delà du fait de cette corrélation qui fonctionne très bien, qui est même logique? Que les actifs risqués soient recherchés lorsque la monnaie disponible est de plus en plus abondante. Alors, je vous donne le plan, j'ai fait mon maximum pour que ce soit court, digeste, mais il fallait forcément que je pose les choses, parce qu'il y a beaucoup de concepts là que je vais vous présenter, je vais essayer de le faire de manière le plus simple possible, et vous allez voir qu'en fait, même si la Fed n'a pas touché à ses taux, et même si elle ne le fait pas avant septembre dernier, en fait, elle a déjà commencé, je ne dis pas à adopter une politique monétaire accommodante, mais disons moins restrictive. En tout cas, elle a déjà commencé à assouplir sa politique monétaire. Et c'est donc, si vous voulez, ici, c'est une démonstration à ceux qui se posent la question comment le SP500 a pu rebondir depuis début avril, comment les marchés actions, comment les actifs risqués en bourse, comment même le cours du Bitcoin, je parle depuis les bottoms de début avril, je ne parle pas de la séance du jour, ont pu rebondir dans de telles conditions fondamentales, et alors que la Fed fait preuve d'intransigeance face à une inflation qui n'est pas à sa cible. Bon. En fait, vous allez voir qu'elle n'est pas si intransigeante que ça, et qu'il y a beaucoup d'éléments dont personne ne parle, qui sont cachés. Il suffit de chercher un petit peu, vous savez, il suffit de soulever un oreiller, ou entrouvrir une porte et zioter pour voir qu'en fait, elle a déjà assoupli ses conditions de politique monétaire. Allez, je donne le plan. Donc, tout le plan se trouve dans la barre de temps. Vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller d'une partie, revenir, puisque je vais traiter pas mal de choses. Tout d'abord, première partie, oui, c'est un fait, c'est les toutes dernières données mensuelles mises à jour. Oui, la masse monétaire des États-Unis, représentée par l'agrégat monétaire M2, fait un nouveau record historique. Dans la première partie, je vous explique ce que c'est M2, je vous remontre la corrélation long terme entre le S&P 500 et M2. Deuxième partie, les raisons, pourquoi? Comment est-ce possible? Alors que la Fed ne baisse pas ses taux, alors qu'en plus récemment les taux obligataires à long terme ont été en surchauffe avec la soi-disant crise de la dette américaine, et pourtant la masse monétaire explose tous les records. Je parle bien d'un nouveau record historique. Pourquoi? C'est la deuxième partie. Troisième partie, c'est le cœur de la vidéo. Je vous explique pourquoi en fait la Fed a déjà baissé ses taux de manière cachée. C'est une façon de m'exprimer, bien sûr.
Elle n'a pas baissé ses taux explicitement, mais implicitement, elle a déjà assoupli sa politique monétaire. Et vous allez voir ça. Et en grande partie grâce à des mesures d'assouplissement monétaire qui ne sont pas conventionnelles. En fait, qui ne relèvent pas du simple cycle des taux d'intérêt. Ce sera la troisième partie. Et donc le cœur intéressant de cette vidéo. Quatrième partie, le temps fort fondamental de la semaine, le marché du travail américain, puisqu'effectivement, la guerre commerciale... Alors, les tarifs douaniers, s'applique pas, diplomatie commerciale, pas de diplomatie commerciale, la justice américaine, pas de justice américaine, le gouvernement américain qui fait appel ou pas. C'est la cacophonie actuellement, peu importe. Nous sommes toujours dans l'incertitude commerciale, tant qu'il n'y a pas d'accords commerciaux ficelés. Bon, il y a une petite surchauffe inflationniste, enfin en tout cas, naturellement que les tarifs douaniers vont rendre plus compliquée la tâche d'arriver à la cible de la Fed. Ça, c'est l'inflation. Mais il y a la partie travail. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'en avril et en mai, est-ce que les entreprises américaines, du fait des tarifs douaniers, ont-elles dégraissé le mammouth? Ou pas? Y a-t-il un impact sur le marché du travail? Et ça, c'est important pour la Fed. Et donc, cette première semaine de juin, vous avez la mise à jour de toutes les statistiques américaines de l'emploi. Cinquième partie, oui, je vous ai dit que c'était long. Focus technique sur les taux obligataires japonais et américains. Ils sont à suivre pour la partie longue de la courbe des taux d'intérêt. Je vous dis un mot rapide sur ça, et notamment sur le Japon, les taux japonais, où l'on espère, où l'on attend une intervention des autorités monétaires japonaises pour bloquer cette remontée des taux longs japonais. Et sixième partie, comme chaque semaine dans le Top Gun, la mise à jour de mon analyse technique sur le contrat futur S&P 500, avec l'analyse chartiste, avec l'analyse quantitative, avec le sentiment et avec le positionnement institutionnel sur le S&P 500, donc les asset managers et les traders de hedge fund. Bienvenue à cette nouvelle édition spéciale du Top Gun. Chers amis, vous êtes déjà là. Excusez-moi, je terminais ma période de méditation quotidienne. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition du Top Gun. La baisse des taux de la Fed est-elle déjà implicite? La Fed se joue-t-elle de nous? Son action monétaire est-elle cachée pour ceux qui ne font pas l'effort de chercher un minimum? C'est le sujet de cette nouvelle édition du Top Gun avec Vincent Yann. On attaque. Alors je vous ai donné le plan. Je le remets ici à l'écrit, pour ceux que ça intéresse. Je vous rappelle que si vous iotez en bas, là, partout, dans la barre de temps, vous retrouvez en fait ces parties, et vous pouvez aller à celle qui vous intéresse. Moi, je vous conseille, regardez du début jusqu'à la fin, parce que ça peut être intéressant. Alors, l'intransigeance de la Fed. Oui, et oui, l'intransigeance de la Fed. Je l'illustre simplement, cette intransigeance de la Fed. Je l'illustre simplement. Vous avez ici la comparaison entre le taux directeur. Alors, vous savez que la Banque Centrale Européenne a trois taux d'intérêt. Le taux principal, le taux dit de refinancement, le taux de prêt de facilité marginale et le taux de dépôt. Bon, aux États-Unis, c'est plus simple, c'est un taux d'intérêt dit des fonds fédéraux, c'est un intervalle. Bon, peu importe. Vous le constatez comme moi. Il y a une divergence nette entre la BCE et d'autres banques centrales occidentales qui ont continué de baisser leurs taux, la Fed non. Moi, je vous démontre dans cette vidéo que malgré le fait que la Fed n'a pas baissé ses taux depuis décembre dernier, qu'elle ne le fera peut-être pas avant septembre, bon, là, je vous démontre qu'elle a déjà assoupli sa politique monétaire. Et c'est ce qui explique en grande partie le fait que la masse monétaire américaine, malgré l'absence de baisse de taux, fasse un nouveau record historique. Et donc justement, eh bien, c'est la première partie de cette vidéo. La masse monétaire américaine fait un nouveau record historique. J'illustre tout de suite le propos par ce graphique sur TradingView. C'est tout simple, c'est un histogramme. Et donc, oui, première information de base, les données sont les toutes dernières données mensuelles. Et vous allez voir dans un instant qu'il y a une corrélation positive entre la masse monétaire M2 aux États-Unis et la tendance du marché action américain, en particulier du S&P 500. Oui, nouveau
nouveau record historique du M2 américain, alors que la Fed n'a pas baissé ses taux. Nouveau record historique du M2 américain, alors que le marché n'envisage pas de baisse de taux de la Fed avant minimum septembre ou octobre prochain. Ça peut aller très vite, vous le savez, en fonction des prochaines mises à jour de l'emploi cette semaine et des prochaines mises à jour de l'inflation, mais peu importe. Je vous parle des anticipations actuelles. Et lorsque vous agrégez les anticipations du marché avec celles du FOMC, le comité de politique monétaire qui décide de la politique monétaire à venir de la Fed, nous ne sommes pas sur une baisse de taux avant septembre, le 17 septembre, avec une proba de 66%. Et malgré ça, vous avez, oui, un nouveau record historique de la masse monétaire M2 aux États-Unis. Mais qu'est-ce que c'est que cette masse monétaire M2? Je vous l'ai indiqué ici. Concrètement, c'est la partie de la monnaie qui est la plus liquide. Le cash, les pièces, les billets, vos comptes courants, vos comptes épargne les plus liquides, jusqu'à 100 000 € de dépôt. Bref, c'est assez logique finalement que les actifs risqués en bourse suivent globalement la tendance de cette monnaie. Si la masse monétaire diminuait, si tout ce que vous avez dans vos mains, vos pièces, vos billets, vos comptes courants sont divisés par 3, vos comptes épargne tombent à 0, c'est peu probable que le marché action monte. Vous comprenez? C'est assez logique. Bien sûr que pour que ce cash ait envie d'aller sur les actions, il faut des raisons fondamentales. Mais imaginons qu'il y ait les bonnes raisons fondamentales, mais s'il n'y a pas de cash, ça ne monte pas. Donc c'est la base. Donc c'est assez logique. Et ça, tout le monde, beaucoup s'en étonnent. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on m'a posé la question. Vincent, le M2 US fait un nouveau record. C'est quoi cette histoire? La Fed baisse pas ses taux. Comment c'est possible? Est-ce qu'il faut un peu creuser le sujet, mais je l'ai fait pour vous. Donc oui, c'est la première information de cette vidéo, c'est donc ce nouveau record du M2 US. La deuxième information, c'est ce que vous constatez visuellement. La corrélation. Alors, c'est pas une corrélation au jour près, c'est pas une corrélation à la semaine près. Concrètement, la monnaie est parfois un poil en retard, parfois un poil en avance, mais lorsque vous calculez un coefficient de corrélation linéaire entre le S&P 500 et la masse monétaire M2, c'est super, c'est positif et c'est supérieur à 0,50, c'est entre 0,50 et 1. Donc là, effectivement, et moi c'est quelque chose que je suis depuis très longtemps et ça faisait partie de mes arguments lorsque le marché a fait son flash crash en avril. En fait, il est simplement retourné sur l'ancien sommet. Vous avez vu, hein, je vous remontre à quel point on est dans un truc similaire à la reprise post-Covid. Lorsque je voyais, moi, tous ces arguments de masse monétaire, parce que je savais que c'était proche de son nouveau record, ça faisait partie de mes arguments en faveur du fait du rebond. Et donc, là, la question est, maintenant que la masse monétaire M2 américaine fait un nouveau record, est-ce que l'on peut envisager ces prochaines semaines, je ne dis pas aujourd'hui ni cette semaine, peu importe que ça corrige ou pas à court terme, on s'en fiche. La question est, est-ce que ce nouvel excès de monnaie viendra ces prochaines semaines permettre au SP500 au moins de rejoindre son record historique? Là, j'ai encore autre chose à vous montrer. Vous avez en bleu, vous retrouvez cette courbe, la masse monétaire américaine, et vous avez en vert, ici, en montagne, son momentum. Donc non seulement la masse monétaire fait un nouveau record, et vous avez aussi un nouveau record du momentum du M2. Regardez, on a dépassé, on a fait un nouveau sommet. Donc la monnaie monte et elle monte de plus en plus vite. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Alors, et là, donc vous avez, je vous remets des données sur le M2 américain, la croissance du M2. Donc voilà, nouveau record du M2. Bon. Prenez cette information comme elle est. Deuxième partie, ok, très bien. Quelles sont les raisons qui se cachent derrière ce nouveau record du M2, alors que la Fed n'a pas réengagé la baisse de ses taux d'intérêt? Il y a 4 raisons que je vous propose ici. Tout d'abord, l'augmentation de la production de crédit bancaire. Alors, la Fed a quand même baissé ses taux fin 2024. Les taux du marché ont reculé. La Fed a baissé ses taux fin 2024. Donc globalement, la production de crédit bancaire a augmenté.
Deuxième raison importante, la solidité du marché du travail américain, la croissance régulière des salaires. Ben oui, mais ça fait augmenter les comptes courants. Ça fait augmenter les comptes épargne. Même si la Fed n'a pas baissé ses taux, regardez, le taux de chômage américain est au plus bas. Il est mis à jour cette semaine. Et le taux de chômage américain est à 4,20% de la population active. Il se situe toujours sous le seuil d'alerte de la Fed. Le taux de chômage U6 a même reculé. C'est le vrai taux de chômage, hein, c'est la profondeur du marché du travail. Les salaires proposent une croissance régulière ces derniers mois, toujours supérieure à 3,5-4%. Tout ça, et bien sûr, autre raison importante, bien sûr, les marchés boursiers qui sont à nouveau proches de leur record historique, et je vous ai montré la semaine dernière, dans la dernière édition du Top Gun, que le MSCI World, le marché action mondial, était revenu à son... oui, je m'amuse un peu là, j'ai envie de jouer. À son record historique. Donc, même si la Fed a pas baissé ses taux, vous avez déjà ici des raisons, mais c'est la partie d'après la vraie raison. Là, ce sont les raisons secondaires. Mais il y a quand même donc déjà des raisons un peu logiques. On peut comprendre que cette masse monétaire est augmentée. Tant que le taux de chômage est bas, tant que les salaires ont une croissance positive, il n'y a pas de récession économique. Hein. Donc, faut arrêter de me bourrer le mot avec ça. Là. Je dis pas que ça va pas arriver. Hein. Mais moi, je regarde juste factuellement les métriques. Je suis pas dans une posture analytique ou un biais ou dans la collapsologie. Enfin, sans tomber non plus dans l'optimisme exacerbé. Hein. Je prends juste les faits. Donc, ça, ce sont des raisons importantes. Maintenant, j'en viens à la vraie raison, à ce que j'estime être en fait une politique monétaire plus accommodante ou un assouplissement monétaire caché de la Fed, alors que la Fed n'a pas baissé ses taux. Alors là, les amis, accrochez-vous, parce que je vais vous parler de politique monétaire non conventionnelle. J'enlève la petite vidéo pour vous faire l'explication bien claire et qu'on puisse se concentrer sur cet aspect-là. Donc effectivement, la Fed n'a pas baissé ses taux depuis décembre, et ce que nous constatons, c'est que malgré l'absence de baisse de taux, la masse monétaire aux États-Unis fait un nouveau record. Et que l'on peut se dire donc que du fait de la corrélation historique, tôt ou tard, le S&P 500 pourra rejoindre son record historique. Ok, très bien. En réalité, il y a des raisons qui sont d'ordre politique monétaire, des raisons qui sont d'ordre conventionnel. Il y a deux concepts en fait qui sont importants. Deux concepts qui sont importants à suivre. La masse monétaire, c'est une chose. C'est la liquidité en circulation. Très bien. C'est l'offre monétaire en circulation. Maintenant, vous avez autre chose qu'on appelle la capacité de crédit d'une économie. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un lien direct entre le crédit bancaire, le crédit obligataire, et la croissance économique. Nos économies, surtout l'économie américaine, ne fonctionnent pas sans crédit. Et en fait, ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est que vous avez une augmentation de cette capacité de crédit. Il y a eu une augmentation de la capacité de crédit nette de l'économie américaine. Pourquoi ? Et ça, le marché en parle beaucoup moins parce qu'on a Dieu que pour les taux d'intérêt. La capacité de crédit d'une économie, c'est donc le tableau que j'ai affiché ici. La base de la capacité de crédit d'une économie, ce sont les réserves des banques commerciales auprès de la Réserve fédérale. Lorsqu'une banque commerciale doit accorder un crédit, c'est une histoire de multiples entre ses fonds propres et ses réserves. Je n'entre pas dans les détails, mais concrètement, les réserves que les banques commerciales détiennent auprès de la Fed, c'est important. Ça, c'est la capacité de crédit brut. Ensuite, ce qui baisse la capacité de crédit, ce sont les opérations dites de reverse repo, RRP, reverse repurchase. C'est lorsque les banques mettent du cash. En fait, c'est lorsque la Fed absorbe de la liquidité. C'est lorsque les banques placent leur cash auprès de la Fed à une rémunération intéressante. Et donc, c'est plus disponible pour l'économie. Reverse repurchase. Et vous avez ensuite, ce que vous connaissez bien, le quantitative easing ou le quantitative tightening. Bien sûr, il n'y a plus de quantitative easing. Nous sommes dans une phase de quantitative tightening.
depuis maintenant un certain temps. Et depuis le début de l'année, deux choses, et j'illustre ça dans un instant avec un histogramme, deux choses se sont passées. D'une part, la Fed, c'était dans son communiqué la dernière fois, mais c'était deux lignes, a réduit son quantitative tightening. Elle a réduit son... Si vous voulez, la Fed, à travers le quantitative tightening, elle réduit la liquidité, elle absorbe la liquidité. Elle réduit son bilan. Eh bien, elle a réduit son quantitative tightening de 25 à 5 milliards. C'est énorme. Alors, le quantitative tightening continue, mais comme elle a réduit la vitesse de réduction de son bilan, en soi, c'est un assouplissement monétaire caché. Un caché, implicite. Et qui ne dit pas son nom, mais qui est implicite. Et deuxième chose qu'on a observé, il y a eu une nette chute du RRP, des opérations de reverse repurchase. Les banques ont quasiment cessé d'aller placer de la liquidité auprès de la Banque centrale, préférant l'investir dans l'économie. Ce sont deux raisons non conventionnelles de l'augmentation de la masse monétaire, quand bien même la Fed n'a pas baissé ses taux. Alors si la Fed rebaisse ses taux d'ici la fin d'année, ça va encore plus booster le M2. Bon, vous êtes encore avec moi ou pas? Est-ce que j'explique bien? Je ne sais pas si j'explique bien, mais du coup, si j'ai mal expliqué, je vous propose deux tableaux pour synthétiser tout ça. Premier tableau, je me réduis. Ici, donc, je vous ai remis. Donc, la base de la capacité de crédit d'une économie, c'est les réserves des banques. Vous avez deux choses. Vous avez l'effet sur la liquidité. La liquidité, c'est ce qu'on va dire, c'est la capacité de crédit court terme. Et ensuite, vous avez la capacité de crédit structurelle. La capacité de crédit court terme, tout part des réserves des banques, et les opérations de RRP diminuent cette capacité de crédit court terme. De la même façon, le quantitative tightening, lui, impacte davantage la capacité de crédit structurelle. Et en fait, depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous avez? Je vous montre. Voilà, ce qui compte. Et regardez comme c'est significatif. Là, je suis tout petit, je suis tout en bas. Je suis un Lilliputien. Regardez ça. Depuis le début de l'année, vous avez un effondrement du QT. Le QT qui vient réduire le bilan de la Fed. Réduire la liquidité structurelle. Et vous avez un effondrement du RRP. Qui vient, ce sont les opérations où la Fed absorbe la liquidité du marché. Et donc qui n'est pas disponible pour l'économie. Et ça, c'est complètement passé inaperçu. Alors que la Fed n'a pas baissé ses taux depuis ici. La Fed n'a pas baissé ses taux depuis ici. La chute combinée du QT et du RRP a permis d'avoir donc des conditions monétaires beaucoup plus accommodantes. Et est l'explication principale, donc la chute ici de ces QT et RRP, l'explication principale du nouveau record de la masse monétaire M2. Donc en fait, la Fed sans le dire, et la Fed passe son temps à répéter intransigeance, risque de vague d'inflation, Powell qui lâche rien, Powell qui ne cède pas aux menaces de la Fed, en fait, de Trump, en fait. Mais elle ne le dit pas pour pas, si vous voulez, nourrir une éventuelle vague d'inflation. Mais en fait, la Fed a déjà permis un nouveau record de la masse monétaire de manière non conventionnelle et en fait est déjà en soutien des marchés financiers. Mais sans officiellement le dire, parce qu'officiellement, elle s'inquiète de l'inflation et de l'emploi. Et du risque surtout inflationniste. Voilà les amis, donc pourquoi je pense qu'il y a une baisse... Ah, ne partez pas, ouh là là, non, 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 c'est pas fini, donc ce n'est pas fini, puisque cette semaine, le temps fort fondamental de la semaine, bien sûr le marché du travail aux États-Unis, alors que les tarifs douaniers boostent légèrement l'inflation, il n'y a pas de seconde vague d'inflation. Hein. La question que tout le monde se pose, est-ce que le marché du travail aussi... Et ça, en fait, et quel impact sur les entreprises? Ça, si vous voulez, tout est du fait des entreprises. À la question de savoir, est-ce que la guerre commerciale va booster l'inflation? Est-ce que la guerre commerciale va augmenter le chômage? Tout est dans la main des entreprises. Et elles ont du cash. Les bénéfices des entreprises des S&P 500, c'est du solide, là, sur le Q1. Elles ont du pognon. Elles peuvent choisir d'absorber les tarifs
Déjà, elles attendent de savoir s'il y aura des accords commerciaux ou pas, mais peu importe. Elles ont la main, elles peuvent choisir d'absorber les tarifs, de préserver le consommateur, de préserver les employés, ou plutôt préserver les actionnaires et augmenter les prix ou virer des gens. Elles vont choisir. Donc ça reste quand même... c'est ce comportement des entreprises, en fait. Et pour l'instant, pour le mesurer, il va falloir que le temps passe et qu'on voit concrètement comment elles se comportent à travers les mises à jour des statistiques mensuelles. Donc cette semaine, vous avez la mise à jour du rapport NFP. Donc effectivement, il y a une petite surchauffe de Truflation, mais c'est pas non plus inquiétant. Excusez-moi. Vous avez oui, les anticipations d'inflation des consommateurs, mais bon, ça... bon, bref. Alors, l'enjeu de la semaine, tout au long de la semaine, vous avez chaque jour des statistiques qui sont mises à jour, mais le temps fort fondamental de la semaine, c'est le rapport NFP, vendredi, donc ce sera vendredi 6 juin, et le taux de chômage est à 4,2% de la population active. Je vous rappelle que le seuil d'alerte de la Fed se situe à 4,4% de la population active, et donc ça c'est la clé. Comment savoir si la Fed va baisser ses taux avant septembre? Pour moi, c'est surtout ça qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que si cette semaine, vous avez 1 ou 2 ticks à la hausse du taux de chômage, ça va clairement accélérer le calendrier de reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Les taux japonais, les taux américains, donc sous haute surveillance, ça, c'est l'actualité. C'est très important à suivre. Le thème de la dette publique américaine, bon, c'est la soi-disant crise de la dette publique américaine, il ne faut pas exagérer, mais clairement, continuons à surveiller les taux longs US, et en particulier le 30 ans américain. Il y a tout dépassement de ce seuil créera un choc. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et bien sûr, les taux japonais, alors ça s'est un peu enflammé sur le 30 ans et 40 ans japonais, bon un peu... Alors effectivement, le Japon, on commence enfin à s'inquiéter de sa situation économique, sa situation d'endettement, sa situation en termes de croissance économique. Nous attendons une intervention des autorités monétaires japonaises prochainement, et peut-être même du gouvernement japonais. Voilà, c'est important parce que le yen est utilisé dans de nombreuses opérations spéculatives à travers le monde par la haute finance. Et ça fait quand même... les taux japonais sont restés au plancher pendant des années. Maintenant, la haute finance s'inquiète de l'économie japonaise, de sa population qui vieillit, des coûts, des déficits publics, de la dette publique. Bon, ça c'est important à suivre, parce que ça peut être un facteur de déstabilisation des marchés. Et enfin les amis, vous avez vu, j'essaye de faire en sorte de tenir en moins de 30 minutes. Le point d'analyse technique hebdomadaire que je vous propose sur le indice S&P 500 comme chaque semaine. Où donc, eh bien, c'est ma foi en mensuel. Bon, nouvelle clôture technique mensuelle, impeccable, on a tous cette trendline, vous le savez. En weekly, toujours bien orienté. On a une structure de RSI qui ressemble bullish autant que le RSI au-dessus des 50. Alors maintenant, à court terme, ça peut être volatile et tout. Regardez, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit qu'on allait tenir cette zone et rebondir. Là, je suis vraiment content. C'était... voilà. En gros, ça, c'est la zone de soutien. Ça peut peut-être encore faire du range, ou je ne sais pas, mais ici, vous avez la grosse zone de soutien de l'indice S&P 500. Ça peut travailler un peu, mais tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone, l'idée est de pouvoir petit à petit revenir ici. Si on reteste ici, c'est une opportunité. Il y a toujours beaucoup de doutes du côté des investisseurs particuliers, donc ça, c'est plutôt un facteur favorable d'un point de vue de l'analyse contrarienne. Les institutionnels, eux, la position nette repart légèrement à la hausse. Ça, c'est intéressant. Et ça fait partie des éléments où l'on peut se dire que, malgré la volatilité, même si on travaille un peu cette zone encore, d'ici juillet-août, le marché pourrait rejoindre le record historique. Chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté.